Merci, professeur Belkhadir. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous, comme chaque année, pour participer au colloque. Je vous félicite pour votre dynamisme et aussi votre équipe. Donc, comme a dit ma chère amie Hind Araqi, heureusement qu'on a de nouvelles insulines qui sont actuellement disponibles au Maroc. Et moi, aujourd'hui, je vous parlerai de la coformulation, qui est un nouveau concept innovant au service du patient diabétique de type 2. Je remercie le laboratoire Novo Nordisk pour l'invitation. Donc, vous savez très bien, le diabète de type 2 est une épidémie croissante. Vous voyez, les bulles, ça continue à grandir d'année en année. Donc, le nombre de personnes qui souffrent de diabète augmente et ce chiffre a pratiquement quadruplé depuis 2000, les années 2000. Les causes, comme vous savez, sont complexes et cette hausse est expliquée en partie par l'augmentation du nombre de personnes en surpoids, obésité et aussi la sédentarité qui est largement répandue. Qu'en est-il au Maroc? Selon la dernière enquête épidémiologique de prévalence des facteurs de risque des maladies non transmissibles, la prévalence du diabète au Maroc, comme vous voyez, est de 10,6 avec plus de 2,5 millions de personnes qui sont diabétiques, dont plus de 40% seniors. À cela, il faut ajouter 2 autres millions qui présentent un prédiabète, c'est-à-dire qui risquent de devenir diabétiques dans quelques années. Alors la question qui se pose, comment sont traités ces patients-là? Quel est l'état d'équilibre? C'est la question à laquelle a essayé de répondre l'étude des MPS. Donc, cette étude a été publiée en 2016 et son objectif était d'évaluer la prise en charge thérapeutique du diabète sucré au Maroc dans la pratique médicale réelle. Et les objectifs secondaires étaient d'évaluer la prise en charge clinique du diabète sucré de type 1 et évaluer la proportion de tous les patients diabétiques qui n'atteignaient pas la cible 7%. Donc, ces données ont été analysées chez 7000 patients, dont presque 500 patients diabétiques de type 2. Alors, les résultats étaient décevants. Donc, 27% des patients, il n'y a que 27% de patients qui arrivaient à atteindre l'objectif glycémique 7%, et 6 patients parmi 6 restent sous antidiabétiques oraux pendant longtemps. Donc, et il y a un retard à l'insulinothérapie qui est vraiment présent, et parfois ça arrive jusqu'à 20 ans pour initier une insulinothérapie. Alors, quel est le retentissement de tout ça? Du mauvais équilibre, du retard de cette inertie thérapeutique en quelque sorte, c'est bien sûr le risque accru de complications dégénératives. Il y a des années, l'étude du KPDS a confirmé cette association entre taux d'HbA1c et incidence des complications et l'effet de la diminution de 1% d'hémoglobine glyquée en matière des complications. Il y a une mémoire glycémique qui est redoutable et qui perdure des années. Et comme on dit, l'hyperglycémie, elle se paye toujours. Donc, un suivi prospectif de cette même cohorte pendant 10 ans a montré qu'il existe un effet mémoire à long terme de l'intensification du contrôle de la glycémie avec persistance d'un effet positif sur les complications microangiopathiques, réduction de 24% comme vous voyez sur la slide, et un effet protecteur vis-à-vis de l'infarctus de myocarde et des décès toutes causes. Comme a dit ma chère amie Hind Iraqi, le diabète est une maladie progressive. Et dans l'histoire naturelle des choses, à un moment, on aura recours à l'insulinothérapie. Au début, une insulinothérapie basale, et puis une intensification avec des bolus. Donc, en fait, c'est naturel, c'est logique, c'est prévisible dans l'histoire naturelle du diabète. Et pourtant, il y a une résistance psychologique, si on veut dire, à l'insulinothérapie. J'ai emprunté cette diapositive à professeur Gérard Réac, qui est très explicite et qui montre cette résistance qui est bilatérale. Le soignant qui, dans sa tête, au cours de la consultation,
défilent les recommandations, l'intensification, le risque encourt le patient. Et en même temps, il se dit que ce patient-là, il va refuser. Donc, je ne vais pas lui proposer, peut-être une deuxième fois, je vais attendre un peu. Et la même chose, la résistance, elle est aussi du soigné. La barrière, elle est là. Le patient, il a peur de l'hypoglycémie, il a peur de la prise de poids. Pour lui, l'insuline, s'il est insulinotraité et il a une forme grave, alors que bien sûr que non, on a déjà expliqué, c'est une histoire naturelle des choses. Et vous voyez ici des témoignages réels de patients suivis dans nos consultations au moment de la mise, avant la mise sous insulinothérapie. Pour le patient, le passage à l'insuline est équivalent d'un stade terminal. Et aussi, il y a une notion qui, les patients prennent cette insulinothérapie comme une punition. C'est-à-dire que si j'aurais mieux suivi mon traitement, si j'aurais mieux suivi les mesures régénétiques, si je j'aurais pas, je ne serais pas là aujourd'hui, je ne vais pas être insulinotraitée, alors que non. Et aussi le fait de penser que l'insuline va précipiter la survenue des complications. Ah, j'ai un cousin qui a été insulinotraité. Non, c'est un patient qui a eu un retard, peut-être pour mettre l'insuline. Il y a des complications et ce n'est pas l'insuline qui a précipité tout ça, au contraire. Donc, ces barrières, elles ont été étudiées par l'étude CAP, qui a recruté, c'est-à-dire les avis de 1250 médecins et 1530 insulinotraités. Donc, vous voyez sur la diapositive les raisons. Déjà, c'est-à-dire les barrières à la bonne observance thérapeutique. C'est-à-dire, vous avez suivi votre patient, vous avez réussi à le convaincre de prendre son injection, c'est-à-dire son traitement insulinique. Donc, après, est-ce que ces patients-là respectent, c'est-à-dire, est-ce qu'après, ils prennent leur insuline bien comme il faut? Donc, regardez sur la diapositive, il y a 33% des patients qui rapportent l'oubli de l'insuline. Donc, et 13% des médecins qui disent que les patients ne la prennent pas comme prescrit. Alors pourquoi? Soit parce que le patient, ils sont très occupés, ils ont sauté des repas, ils sont stressés, et ça revient souvent l'embarras de faire de l'injection en public, quand on est invité, quand on est dehors. Le fait d'être obligé de la faire toujours en même horaire, et là aussi, l'oubli, les patients qui l'oublient, les patients qui disent qu'ils prennent des schémas complexes, compliqués, donc ils trouvent que c'est beaucoup de faire toutes ces injections, et la douleur aussi des injections. Donc, et bien sûr, un traitement qu'on ne prend pas, il ne va pas marcher. Donc, il y a l'importance et de l'optimisation thérapeutique et de l'éviction de l'inertie thérapeutique, et aussi par le patient de l'importance de l'observance du traitement prescrit par le médecin. Donc, quels sont les challenges quand on veut prescrire une insulinothérapie? C'est avoir une insuline qui est efficace en matière de glycémie à jeun, de glycémie postprandiale, et aussi, bien sûr, en matière d'équilibre métabolique, l'hémoglobine glyquée, et que ça soit une insuline qui est simple à utiliser. Une insuline qui est sécurisée, moins d'hypoglycémie, flexible et qui couvre une couverture optimale ou idéale. C'est de là qu'il y a la naissance de ce nouveau concept qui, en fait, la coformulation de l'insuline basale avec une insuline rapide, qui va mimer le plus la sécrétion physiologique d'insuline et surtout simplifier le traitement avec moins d'injections. Donc, vous voyez sur la diapositive le principe de la coformulation. Donc,
Cette conception permet la coformulation de l'insuline degludec avec l'insuline asparte, tout en conservant les profils individuels des deux, c'est-à-dire que les entités restent distinctes au niveau du stylo et après l'injection. Ce qui fait qu'on a une action rapide de l'insuline asparte et une action lente de l'insuline degludec dans une seule injection. Et ceci me ramène pour souligner la différence entre ce principe de coformulation et les prémix déjà disponibles. Donc, dans la coformulation, les composants sont différents. Donc, il y a la préservation des identités différentes des deux insulines et donc les deux composants, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de ces deux composants. Alors que dans les prémix, on a un mix d'un seul composant avec une molécule de haut poids moléculaire dont les propriétés peuvent fusionner. Donc, comment se fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait une injection de l'insuline degludec asparte? Donc, l'injection est administrée en sous-cutané à l'aide d'un stylo. Les dihexamères stables existent en solution dans le stylo sont injectés dans l'espace sous-cutané. Après injection, les dihexamères de la degludec changent vers une conformation ouverte après que le phénol est diffusé rapidement. Après la diffusion du phénol et le changement de la conformation, ces dihexamères se lient entre elles grâce à des liaisons simples et une longue chaîne est alors formée. Le zinc va diffuser lentement, provoquant ainsi la dissociation en hexamères puis en monomères qui seront absorbés depuis le dépôt sous-cutané vers la circulation. Donc, vous voyez qu'il y a un effet hypoglycémiant de l'insuline et des gaspartes sur la glycémie à jeun via l'insuline degludec et sur la glycémie postprandiale via l'insuline asparte, et ceci de façon distincte à l'état d'équilibre. C'est quoi cet état d'équilibre? Donc, quand vous administrez à votre patient une injection en initiation de 10 unités, donc on commence par 10 unités, on verra un cas clinique par la suite pour illustrer tout ça. Donc, on donne 10 unités, donc il y a la moitié qui passe dans la circulation, donc 5 unités, et 5 unités qui restent au niveau sous-cutané, vu le mécanisme que je vous ai expliqué. Le lendemain, votre patient va recevoir la deuxième injection de 10 unités. Donc, aux 10 unités que vous avez injectées, qu'il a injectées aujourd'hui, il y a les 5 unités en sous-cutané d'hier. Donc, il y aura l'association des deux. Et donc, 50% de cette association sera délivrée au niveau périphérique et le lendemain, la troisième injection. Donc, vous voyez qu'il faut que c'est au bout du 4e jour qu'on aura l'injection, c'est-à-dire la dose qu'on souhaite initier ou injecter, 10 unités. C'est au 10e jour qu'on aura cette dose totale. Ceci dit, qu'est-ce qui implique tout ça? C'est que après l'initiation, la titration ne se fera pas le lendemain ou après-demain, on va attendre le moment de cet état d'équilibre pour optimiser notre traitement. Qu'en est-il de la variabilité interjournalière de degludec? Donc, cette variabilité, elle est vraiment minime de jour en jour, ce qui est vraiment très important en pratique clinique en matière de risque par la suite aussi d'anomalies glycémiques. Et en comparant cette insuline aux autres insulines, on trouve qu'elle a une variabilité qui est moindre. Donc, il y a plusieurs études qui ont étudié, c'est-à-dire l'insuline idegashpart, que ce soit en initiation ou en titration, donc le programme Boost. Donc, j'ai pris 2 études pour illustrer tout ça. La première est l'étude Onishi qui a initié l'insuline idegashpart chez les personnes qui étant diabétiques insulino naïfs. Donc, les critères d'inclusion étaient des patients qui avaient un diabète de type 2 depuis plus de 6 mois, qui prenaient
un antidiabétique oral ou plus, et qu'il y avait une hémoglobine A1C qui n'était pas dans l'objectif, donc qui dépassait 7%, entre 7 et 10%. Ces patients-là, ils étaient randomisés en deux groupes. Un groupe qui va prendre l'idégasparte en gardant les antidiabétiques oraux. Alors, les antidiabétiques oraux, dans l'étude, on avait arrêté les sulfamides, les glinides et les inhibiteurs de DPP4. Et dans l'autre bras a été randomisé en bras qui va prendre la glargine U100. Vous voyez que les deux groupes de patients, c'est-à-dire ils avaient les mêmes caractéristiques. Ils sont proches aussi de nos patients qu'on voit au quotidien, donc les patients qui avaient déjà plus de 10 ans d'évolution de diabète, qui avaient des hémoglobines, une moyenne de 8,3, 8,5, et qui prenaient pour la majorité un sulfamide associé à la metformine. Donc, cette insuline idéghasparte a permis une réduction, une meilleure réduction en matière d'hémoglobine glyquée, donc moins 1,3 versus la ligne de base, et un effet aussi une meilleure réduction sur la glycémie postprandiale. C'est normal puisque l'idéghasparte est une association, c'est-à-dire une coformulation. Donc, le moment où l'idéghasparte a été donné, et je souligne ici que l'idéghasparte a été donné avant le repas le plus copieux. C'est important d'avoir le repas le plus copieux. Donc, vous voyez qu'il y avait une meilleure réduction de la glycémie postprandiale et c'est prévu. Donc, qui dit équilibre glycémique, c'est-à-dire objectif atteint, est-ce que c'est au profit des hypoglycémies? Non. Donc, le pourcentage des patients qui ont réussi à atteindre, c'est-à-dire l'objectif de 7%, sans hypoglycémie était de 43% dans le groupe idéghasparte. Moins d'hypoglycémie confirmée, c'est très important. La hantise du patient, ce qui fait vraiment l'insulinothérapie au cours de l'initiation, il faut y aller doucement, il faut titrer doucement. Et pourquoi? Parce que si votre patient vous fait une hypoglycémie à l'initiation, les premiers jours, les premiers mois, après, c'est vraiment, ça confirme toutes ces peurs dont on a parlé tout à l'heure, et ça peut aussi être une barrière pour continuer le traitement. Donc, heureusement, il y avait moins d'hypoglycémie, que ça soit totale ou nocturne, chez nos patients. Donc, pour conclure, dans l'étude en niché, après 26 semaines de suivi, on avait une amélioration, une supériorité en matière d'hémoglobine glyquée, une réduction similaire en matière de glycémie à jeun et une supériorité en matière de glycémie postprandiale. Comme j'ai dit, c'est logique par rapport au mécanisme d'action de l'idéghasparte et des hypoglycémies moindres, mais non significatives. Et aussi, ce qui est important, c'est la flexibilité par rapport à l'horaire de l'injection. Donc, je commence par un cas clinique d'un patient qui est âgé de 54 ans. Il a un diabète de type 2 depuis 15 ans, donc une longue durée d'évolution. Actuellement, il est sous association metformine inhibiteur de DPP4, donc 50 000 1 comprimé fois 2 par jour, et il prend un sulfamide, donc le glyclaside, 90 mg par jour. Notre patient, il a une hypertension artérielle qui est contrôlée par un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Il n'a pas d'autres problèmes de santé. À l'examen, entre autres, on trouve un index de masse corporelle de 26 kg par mètre carré et une tension artérielle à 130/80. L'hémoglobine glyquée du patient est de 8,5%, donc c'est un patient qui est déséquilibré, avec 15 ans d'évolution du diabète. On a demandé au patient quelques glycémies, un cycle glycémique, donc j'ai mis que les 4 points. Donc, comme vous voyez, c'est un patient qui se réveille avec des glycémies élevées, et qui passe la journée élevée. Comme il commence élevé, il reste toute la journée élevé. Et aussi, ce patient-là, il rapporte que dans la journée, c'est au déjeuner où il mange de façon consistante, il le fait de façon moindre le matin et au coucher. Donc, vous voyez le profil de ce patient-là, d'où l'indication chez lui de l'idéghasparte.
qui a été donné avant le repas le plus copieux, qui est le repas du midi. Donc, comme je vous ai dit, le patient, il mange beaucoup plus au déjeuner que les autres repas. Donc, on a commencé par 10 unités d'Aide-Gaspard et la dose, elle a été ajustée doucement sur c'est-à-dire plusieurs semaines. Chez lui, on a arrêté le sulfamide et la dose a été optimisée jusqu'à arriver à une dose qui a permis l'équilibre glycémique chez lui et c'est-à-dire atteindre la cible thérapeutique qui était de 20 unités à midi. Bien sûr, je souligne l'intérêt chez lui de l'éducation thérapeutique, des techniques d'injection, des, tous les éléments qu'il va connaître par rapport aux techniques, aux lieux d'injection, comment changer, comment faire l'injection, quand changer c'est-à-dire les aiguilles, et tout ce qu'il faut savoir sur cette insulinothérapie qu'on a initiée chez lui. Et le monitoring sera fait dans 3 mois par une hémoglobine 1C. Donc, pour titrer cette insuline, et on insiste sur l'intérêt de la titration, jusqu'à obtenir la glycémie optimale, on titre une fois par semaine par l'ajout ou la diminution de 2 unités selon, c'est-à-dire les glycémies qu'on trouve jusqu'à atteindre la cible de la glycémie à jeun. Une question qu'on va se poser, quels sont les antidiabétiques oraux à garder, quels sont les antidiabétiques oraux à arrêter? Donc, metformine, inhibiteur des alpha-glucosidases, inhibiteur de DPP4 peuvent être poursuivis à la même dose lorsque l'insuline Heide-Gaspard est ajoutée. Les précautions doivent être prises lors de l'association Heide-Gaspard avec sulfamide et inhibiteur de SGLT2. Donc, en association avec les sulfamides, on va, si on fait une injection par jour, ça serait la réduction ou l'arrêt des sulfamides, alors qu'on va les arrêter d'office pour les patients qui vont prendre 2 injections par jour. Pour les inhibiteurs SGLT2, il faudra envisager de réduire la dose d'insuline de 10 à 20 %. Le deuxième cas de figure, c'est l'optimisation et une fois que l'insuline basale n'est plus suffisante, l'intérêt de l'Heide-Gaspard en une injection ou 2 injections. C'est l'étude Step by Step, Intensification Trial. Donc, c'est une étude qui a été faite chez 5032 patients diabétiques de type 2 qui étaient traités par une insuline basale depuis plus de 90 jours. Donc, ces 2 groupes ont été randomisés en 2 groupes, soit l'Heide-Gaspard en une injection par jour, soit l'insuline glargine U100 et l'insuline Aspart une fois par jour. Ces patients ont été suivis dans la période d'initiation pendant 26 semaines et après, l'hémoglobine glyquée, si elle était dans les objectifs, c'est bon. Sinon, on va intensifier par une Heide-Gaspard en 2 injections par jour ou dans l'autre bras, un basal plus ou un basal bolus. Donc, qu'en est-il des résultats en matière d'hémoglobine glyquée? Dans les 2 groupes, il y avait une réduction de 1,1 pour l'insuline degludec versus la base après 26 semaines et 1,3 après 38 semaines. Qu'en est-il des hypoglycémies? Donc, pour les hypoglycémies totales, il n'y avait pas de différence. Et pour les glycémies nocturnes, elles étaient significativement réduites de moins 45 % dans le groupe degludec, Heide-Gaspard en bleu, comme vous voyez. Qu'en est-il en matière de dose totale journalière et de nombre d'injections? Dans le groupe Heide-Gaspard, il y a moins d'injections et aussi la dose totale d'insuline était moindre. Il y a aussi
l'autocontrôle glycémique qui est très, très important dans notre pratique chez les patients diabétiques. Donc, ce qu'elle a permis, cette insuline, c'est qu'elle elle a offert moins de complexité c'est-à-dire un moindre taux d'autocontrôle glycémique par semaine dans le groupe Heide-Gaspard. Pour conclure, en comparant les deux insulines, il n'y avait pas d'infériorité en matière d'hémoglobine glyquée. On avait les mêmes résultats en matière d'objectifs en glycémie à jeun, glycémie postprandiale, et les hypoglycémies, elles étaient significativement moindres dans le groupe Heide-Gaspard par rapport au groupe basal plus ou basal bolus. Donc, comment se fait l'intensification à partir d'une insuline basale? Donc, elle se fait dose à dose, d'accord? Et on va réduire la dose pour les personnes qui souffrent d'hypoglycémie ou qui avaient déjà pris l'insuline glargine. Qu'en est-il des populations spéciales? Le Ryzodec peut être utilisé chez les adolescents et les enfants à partir de 2 ans. Il peut être utilisé chez les patients qui présentent des troubles rénaux hépatiques. Chez les sujets âgés aussi, on peut l'utiliser en ajustant la dose de façon individuelle. Et chez la femme enceinte, il n'y a pas d'expérience clinique concernant l'utilisation de Ryzodec chez la femme enceinte. Donc, pour conclure, l'insuline Heide-Gaspard a permis un contrôle glycémique avec une dose d'insuline qui est moindre et une réduction des hypoglycémies. Elle a permis de gérer la glycémie à jeun et la glycémie postprandiale avec une flexibilité par rapport au moment d'injection et une simplicité dans l'utilisation en intensification avec moindre nombre d'injections. Et pour conclure, l'optimisation thérapeutique, la bonne gestion du diabète sera récoltée après quelques années en évitant à nos patients les complications que je vais traiter dans mon deuxième topo dans une demi-heure. Je vous remercie.